3 éoliennes de 200 mètres de haut à 800 mètres des premières habitations et du village. Des éoliennes aussi hautes que la tour Montparnasse. On va détruire le cadre de vie de nos concitoyens. On va potentiellement, avec les infrasons dégagés par les éoliennes, détruire la santé de nos concitoyens. Et d'ailleurs, le Figaro, tout récemment, a parlé des problèmes de santé qui sont dévoilés par Valérie Bernardo et Jean-Louis Rémouit, des lanceurs d'alerte de l'Aisne, là où il y a 500 éoliennes, il y a des cancers, etc., avec plus de 350 témoignages de gens qui ont des soucis de santé depuis l'installation d'éoliennes. Elle est où l'écologie dans tout ça ? Fabien Bouglet, merci d'être venu jusqu'à Boulevard Voltaire. Bonjour Gabriel Cluzel. Vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées, ça c'était en 2021, et Éolienne, la face noire de la transition écologique, ça c'était en 2022 aux éditions du Rocher. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors mardi 10 janvier, en première lecture à l'Assemblée nationale, a été adopté le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dit loi ENR. Et alors, vous êtes vent debout contre l'un de ces articles qui, en réalité, va faciliter l'installation des éoliennes en rendant plus difficile, si j'ai bien compris, les recours des opposants. Sur Twitter, vous qualifiez même cette loi de scélérate. C'est très fort. Bien sûr. Ben oui, parce que, en fait, dès le départ, ce qui avait été annoncé par le gouvernement et la ministre Agnès Pannier-Runacher, elle avait évoqué une loi d'exception. On parle bien d'une loi d'exception et une loi d'accélération. Donc, ça fait d'ailleurs plus de 15 ans que les exploitants éoliennes et le lobby des éoliennes évoquent le fait qu'il faut supprimer tous les verrous. Et donc là, le gouvernement répond à cette demande de supprimer tous les verrous. Mais à force de supprimer tous les verrous, on arrive à une loi complètement totalitaire et scélérate. Alors, une des dispositions, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la gauche a voté contre ce texte, enfin une partie de la gauche, c'est-à-dire la France Insoumise et une partie d'Europe Écologie Les Verts, c'est la raison impérative majeure, qui est un article qui prévoit une présomption d'intérêt général majeur qui va empêcher que les opposants puissent, par exemple, invoquer la loi sur la protection des espèces protégées. C'est-à-dire qu'on pourra, et tout récemment, le Conseil d'État a validé une sanction qui avait été réalisée à l'égard d'un exploitant éolien qui avait justement détruit des espèces protégées, en l'occurrence des rapaces. Et bien désormais, si les éoliennes risquent de porter atteinte considérablement aux espèces protégées, les exploitants pourront invoquer la raison impérative majeure et le tribunal ne pourra plus que acter le fait qu'il est beaucoup plus important d'installer des éoliennes que de protéger les espèces protégées. Donc vous voyez, c'est absolument édifiant. En outre, il y a des dispositions qui font que quand on ira au tribunal, le tribunal ne dira pas s'il faut annuler, comme c'est le cas aujourd'hui, s'il faut ou pas annuler le parc éolien. Le tribunal dira il faut que vous mettiez en conformité. Donc les tribunaux ne serviront plus à juger de oui ou non à l'exploitation du parc éolien, mais il faut que vous mettiez en conformité. Donc, en fait, les écologistes qui luttent contre la pollution éolienne ne pourront plus aller en justice, puisqu'en fait, la justice leur donnera toujours tort. Et enfin, pire, c'est une autre disposition qui prévoit, figurez-vous, Gabriel Cluzel, un fonds de garantie lorsque les exploitants éoliens auront une réponse négative du Conseil d'État. C'est-à-dire que si le Conseil d'État, in fine, donne tort aux exploitants éoliens, eh bien, ils seront indemnisés par un fonds de garantie des investissements qu'ils auront à réaliser dans le cadre de ce projet de parc éolien. C'est tout simplement hallucinant. Alors, il est très étonnant qu'on n'ait pas plus parlé de cet article qui a été finalement voté presque
de ce projet de loi qui est presque en catimini. Ça veut dire que pour aujourd'hui, il n'y aura plus de recours possible concrètement? Alors, d'un point de vue procédural, on en est heureusement qu'au début. Donc, on a eu la première lecture, déjà avec une trahison du Sénat, puisque le Sénat avait prévu le droit de conformité du maire de la commune d'installation des éoliennes. Exit ce droit d'accord du maire. La distance minimale à 40 km des côtes pour les éoliennes en mer. Et contre toute attente, le gouvernement a réussi à faire passer la pilule avec une volte-face du groupe LR au Sénat, et ce qui a conduit à avoir un texte presque gouvernemental à l'Assemblée nationale. Ça, on avait été prévenu, mais pas à ce point-là. À l'époque, j'avais discuté avec Bruno Retailleau, qui était tout à fait ouvert à ce qu'on mette plutôt des verrous pour éviter qu'il y ait un développement anarchique. On est arrivé à l'Assemblée nationale, ouf, le texte, contrairement à ce qui est dit par la ministre, n'est pas voté à une large majorité, puisque la majorité était de 263 voix et ils ont eu 286 voix. Donc ça veut dire qu'ils ont eu 23 voix, et les voix des élus socialistes et de l'IOT, le groupe d'outre-mer. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le groupe Rassemblement National et le groupe LR ont massivement voté contre, ça vraiment de manière unanime, mais ça fait 130 voix. Et donc, il y a eu en tout aux alentours de 238 voix hostiles à ce texte. Ça veut dire qu'on a eu 90 voix venant de la gauche ou même venant de la majorité. Par exemple, je sais qu'il y a un député de la majorité qui a voté contre. Et donc, on voit qu'il n'y a pas d'unanimité. Alors maintenant, ça doit passer en commission mixte paritaire, fin janvier. Si les sénateurs et les députés ne s'accordent pas sur le texte, ça repassera en seconde lecture, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Donc, heureusement, les choses ne sont pas faites, la messe n'est pas dite, et nous avons, après, encore le Conseil constitutionnel. Nos avocats travaillent déjà d'arrache-pied pour donner les éléments aux députés qui sont d'accord pour saisir le Conseil constitutionnel, puis la Cour européenne des droits de l'homme. En tout état de cause, nos artilleries sont lancées et nous ne laisserons pas faire imposer une loi totalitaire dictée par la Commission européenne de Bruxelles. Et comment expliquez-vous ce volte-face, comme vous dites, au Sénat? Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que au Sénat, vous avez deux groupes. Au LR, vous avez le groupe LR traditionnel qui n'a pas envie de pactiser avec Macron, et vous avez un groupe qui est mené par le président du Sénat, on va le dire, ainsi que Sophie Primas, qui sont proches du gouvernement et surtout proches de Valérie Pécresse. Eh bien, il y a des intérêts divergents au sein des LR, et donc certains pourraient voir d'un bon œil qu'il y ait une loi qui favorise l'éolien dans l'hypothèse où, suite à la nationalisation d'EDF, on envisage la privatisation d'EDF Énergie Nouvelle, la filiale d'EDF qui dispose du parc éolien français. Et ce sera plus facile de vendre EDF Énergie Nouvelle si la loi permettant de développer les éoliennes. Et donc, on voit bien au Sénat qu'il y a cette tension avec des sénateurs qui veulent faciliter le développement des éoliennes. Alors vous avez une expression tout à l'heure que j'ai retenue. Vous avez dit ça va être difficile pour les écologistes qui sont contre la pollution des éoliennes. Alors vous avez un discours à rebours de celui des autres. Pour vous, c'est important de changer les mots. Les éoliennes, ce n'est pas écologique. Alors c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, Éoliennes, la face noire de la transition écologique. Il va falloir qu'on m'explique comment une solution dite écologique, je dis bien dite écologique, contribue à la destruction des espèces protégées, contribue à la destruction des chauves-souris, sont réalisées avec des pales qui permettent la déforestation amazonienne puisqu'il y a du balsa dans les pales et que ça contribue à supprimer le massif forestier en Amazonie, que les fibres de carbone utilisées dans les pales ne sont pas recyclables. On en fait des décharges aux États-Unis, on a des photos de Bloomberg sur des décharges. Les nacelles d'éoliennes utilisent des terres rares extraites en Chine dans des conditions absolument épouvantables. Et maintenant, on vient nous dire que pour protéger le développement de l'éolien, on va accepter la destruction des espèces protégées. Elle est où l'écologie là? Donc évidemment, c'est une pollution. Et d'ailleurs, je l'ai dit au moment de la sortie de mon livre sur RTL à l'époque, l'éolien est devenu le symbole de la pollution.
Et les gens qui aujourd'hui se prétendent écologistes, je pense aux élus d'Europe Écologie Les Verts, n'ont rien d'écologiste. Ce sont des gens qui détruisent le cadre de vie. J'étais dans un village, là, à Saône, près de Besançon. 3 éoliennes de 200 mètres de haut à 800 mètres des premières habitations et du village. Des éoliennes aussi hautes que la tour Montparnasse. On va détruire le cadre de vie de nos concitoyens. On va potentiellement, avec les infrasons dégagés par les éoliennes, détruire la santé de nos concitoyens. Et d'ailleurs, le Figaro, tout récemment, a parlé des problèmes de santé qui sont dévoilés par Valérie Bernardo et Jean-Louis Rémouit, des lanceurs d'alerte de l'Aisne, là où il y a 500 éoliennes, il y a des cancers, etc., avec plus de 350 témoignages de gens qui ont des soucis de santé depuis l'installation d'éoliennes. Elle est où l'écologie dans tout ça ? Donc oui, nous sommes aujourd'hui devenus très clairement les écologistes en France. Les écologistes qui luttent contre la pollution éolienne. Mais c'est une évidence. Et aujourd'hui, le gouvernement est associé avec les pollueurs exploitants éoliens. Alors, on nous a appris quand même une bonne nouvelle au début du mois de janvier. On nous a dit que la France était redevenue exportatrice nette d'électricité. On nous a dit que c'était dû à l'hiver doux, aux efforts d'EDF, mais aussi aux éoliennes. Alors, il faut remercier quand même les éoliennes pour cette bonne nouvelle ou pas? Alors là, on touche une question extrêmement sensible que personne n'évoque. Nous avons eu d'abord une première quinzaine de décembre extrêmement froide. Donc, on n'avait plus la disponibilité en nucléaire et donc on était importateur. À l'époque, d'ailleurs, on était importateur à des 300 à 400 euros le mégawattheure. Je rappelle que le prix moyen du mégawattheure en 2020 était de 30 euros le mégawattheure et les années précédentes entre 30 et 40 euros. Donc, on voit une multiplication par 10. C'est d'ailleurs l'explication des routes, des factures d'électricité de nos boulangers. Puis ensuite, on a eu un redout. Et par un mécanisme absolument incroyable, il ne faut jamais oublier que, comme les éoliennes sont intermittentes, elles ont une particularité, elles ont une priorité de réseau. C'est-à-dire qu'elles sont prioritaires dans le réseau si on a beaucoup d'électricité. Et comme on a eu un redout, eh bien, l'EDF a été contraint de baisser la production de ses centrales nucléaires. Et même tout récemment, on a mis à l'arrêt un réacteur nucléaire pour permettre l'intégration dans le réseau de l'électricité d'origine éolienne. À telle enseigne que le 1er janvier 2023, le prix spot de l'électricité, au moment où nous étions exportateurs, donc on est redevenu exportateur, et là, le prix spot était à 0 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous avons besoin d'importer de l'électricité, on est obligé d'acheter de l'électricité allemande au charbon et au gaz à 300 € le mégawattheure. Et quand il y a un redout, au moment où nous pouvons exporter notre électricité, nous vendons dans le marché spot à 0 € le mégawattheure de l'électricité d'origine éolienne en particulier. On fait baisser la part du nucléaire pour permettre l'intégration de l'électricité éolienne, parce qu'en fait, on n'en aurait pas besoin. Et nous rachetons, puisque les promoteurs éoliens disposent d'un prix garanti, nous rachetons aux producteurs d'éolien 90 € le mégawattheure, alors qu'on le revend 0 € le mégawattheure. C'est kafkaïen. C'est absolument épouvantable. Et tout ça, ça se traduit dans les factures des consommateurs, des industries et des boulangers. Elle est là la clé des problèmes, parce que tout ça est complètement perturbé. Tout ça a été mis en place par la Commission européenne, sous domination allemande, et pour détruire notre système énergétique et nous affaiblir notre système énergétique et nous ruiner. Alors, beaucoup dans l'opposition appellent de leur vœu à une sortie du marché européen de l'énergie, de l'électricité, puisque c'est un peu cela dont vous faites illusion. Mais du côté du gouvernement, on répond toujours, si c'était aussi simple, c'est très compliqué, on ne peut rien faire. Alors vraiment, on ne peut rien faire? On peut rien faire. On peut mettre ils ne font rien, on ne fait rien, on est les bras ballants. Il faut mettre du poing sur la table. C'est-à-dire que c'est une question politique majeure.
Le Portugal et l'Espagne ont quitté le marché européen. Alors évidemment, il y a quelques mois, compte tenu de l'arrêt provisoire de certains réacteurs nucléaires, nous dépendions de l'électricité allemande au charbon, comme je l'ai dit à l'instant. Donc évidemment, on a perdu notre souveraineté énergétique. Il faut rappeler quand même que depuis 40 ans, nous avons un solde exportateur de plus de 10% de notre production d'électricité. C'est-à-dire que nous sommes un des pays les plus exportateurs d'électricité dans le monde. Il faut comprendre ça. Donc l'année dernière, ça a été un discrédit de notre système énergétique puisque nous avons été en solde importateur pour la première fois depuis 40 ans. Alors évidemment, comme nous avons besoin d'électricité, eh ben nous avons fait appel à notre voisin et en fait, on n'a pas envie de déplaire à l'Allemagne et donc on dit bah non, on veut rester dans le système. Le problème, c'est que l'Allemagne dépend du gaz et que le système de fixation du prix spot dépend de l'unité de production la plus élevée dans le marché européen. C'est ce qu'on appelle le système du merit order. Et aujourd'hui, ce sont les centrales à gaz qui sont le plus chères. Donc, évidemment, quand vous avez une demande en gaz qui explose parce que les éoliennes ne tournent pas, ça fait monter le prix du gaz, qui fait monter le prix de l'électricité, et ça perturbe considérablement. Et l'Allemagne n'a pas intérêt à ce qu'on sorte du marché européen parce qu'avec nos centrales nucléaires, ils profitent du coût peu élevé de nos centrales nucléaires. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui profite de nos centrales nucléaires. Et nous avons le prix de notre électricité qui monte alors qu'elle devrait être une des moins chères d'Europe. Alors, c'est la faute de l'Allemagne, mais c'est aussi la faute des gouvernants qui nous ont ficelés dans ce système. Tout à fait. C'est très compliqué et j'essaye de vous donner une clé parce que c'est multifactoriel. Mais il est incontestable que c'est lié d'une part au lobbying de l'Allemagne, d'un côté, qui a infiltré la Commission européenne et qui a infiltré nos propres institutions, en particulier avec un organisme qu'ils appellent l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est installé dans notre direction générale de l'énergie et du climat, qui est la direction du ministère de l'écologie, qui fixe la politique énergétique. Et de l'autre côté, c'est lié à la naïveté, à la corruption, à la complicité de nos élus depuis des années et à l'incompétence qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Et aussi à la trahison de certains acteurs qui sont installés dans des postes clés, soit à EDF, soit à RTE, soit à l'ADEME, soit au ministère de l'écologie. Donc on a en fait installé des saboteurs de notre système énergétique qui en fait sabotent. Parce que, je veux dire, considérer qu'on va baisser la production de nos réacteurs nucléaires pour laisser passer de l'éolien, c'est quand même fou. Parce que faut pas oublier une chose, c'est que nos réacteurs nucléaires sont amortis. Donc le coût de production de l'électricité d'origine nucléaire ne coûte rien. Mais par contre, quand on achète de l'électricité éolienne, il est à prix garanti. Donc il est forcément à 91 € le mégawattheure. Donc c'est un coût pour EDF. Et donc le résultat, c'est qu'EDF voit ses comptes dans le rouge avec des pertes abyssales. Alors vous êtes ce qu'on appelle un lanceur d'alerte finalement, Fabien Bouglet, si je puis utiliser ce mot un peu pompeux, mais c'est le cas. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous êtes entendu auprès des politiques? Est-ce que vous êtes entendu auprès commission d'enquête peut-être? Parlez-nous de ce sujet. Alors, il est incontestable que moi ça fait 14 ans que je dévoile les problèmes. J'ai d'abord dévoilé sur la question de l'éolien, qui m'a amené à évoquer la question du nucléaire. Passionnant, ce sujet passionnant que j'ai découvert en écrivant mon livre. Je voulais vraiment avoir une vision parce que, n'en déplaise à certains, je suis financé par personne, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je l'ai fait selon ma vision des choses et comment je la percevais. Parce que vous aviez été touché à titre personnel, non? Pour les éoliennes, j'avais eu un projet de parc éolien il y a 14 ans et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la question de l'énergie. Et plus j'ai enquêté, plus les sujets que j'ai traités, il y a quelques années, plus ils deviennent au cœur de l'actualité, ils deviennent un sujet brûlant. Donc je suis, entre guillemets, malgré moi, au cœur, et mes livres sont au cœur de l'actualité. Et donc, ce qui se passe, c'est que, on va dire, depuis la sortie de mes livres et depuis la rencontre au Cercle de l'Union interalliée en 2020, où on a financé un film pour documentaire et vérité qu'avait réalisé Charles Timon, nous avons fait un film qui s'appelle Du rêve à la réalité. Et à partir de ce moment-là, on a vu arriver dans la question de l'éolien des personnes qui
à un très haut niveau socio-culturel, parce qu'avant c'était vraiment la campagne, les gens sont démunis, et on a vu des personnes, voilà, et avec par exemple l'organisation du CEREME, le centre de recherche sur le mix énergétique, qui regroupe vraiment des experts sur la question. Je suis sollicité par des patrons d'EDF, des anciens patrons, plutôt des retraités, par des ingénieurs, par des gens du CAC 40, des gens. On voit arriver, et donc ça n'est plus une question de éolienne dans mon jardin, c'est une question qui devient universelle. Alors oui, nous sommes entendus, incontestablement. Je veux dire, quand on voit un vote à l'Assemblée nationale à 238 voix contre 286, oui, incontestablement. On voit que le débat, il est au cœur du débat politique actuel. Donc ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Je suis persuadé qu'in fine, on va gagner parce que de toute façon, c'est un enjeu civilisationnel et c'est même un enjeu de guerre énergétique. Et le problème, c'est que on voit bien, et c'est le cas actuellement, Olivier Marleix du groupe LR, qui avait fait une formidable commission d'enquête sur Alstom, eh bien, a lancé une commission d'enquête sur l'énergie. Le problème, c'est que cette commission d'enquête qui a été lancée par le LR, avec pour rapporteur Monsieur Armand, le député Armand, qui est un député de La République En Marche, c'est que cette commission d'enquête a vu ses prérogatives élargies. Au début, ça devait être les 10 dernières années, donc Hollande, Macron, et puis au début de la première séance, on a dit on aimerait bien parler des 20 dernières années. Alors évidemment, les 20 dernières années, c'est le mandat Chirac-Sarkozy. Et donc on a vu la droite se dire oh là là, on va pouvoir parler des sujets. Et donc on a une commission d'enquête édulcorée où on laisse parler dans des couloirs de nage l'intervenant, comme on a eu Corinne Lepage, François Brottes, etc., sans question vraiment fondamentale. Par exemple, l'autre jour, l'ancien patron d'EDF, Monsieur Proglio, a dénoncé la véhémence et le caractère belliqueux de l'action de l'Allemagne. On n'a vu ni le président de la commission d'enquête, ni Armand le rapporteur, essayer de tirer les verres du nez sur cette question. Pourquoi ? On voit bien qu'il y a une volonté d'édulcorer les conclusions. Et donc moi, je m'insurge. Je leur ai envoyé mes livres, etc., à la fois sur le nucléaire et l'éolien, mais on voit bien que les vrais sujets ne sont pas évoqués. Dans une commission d'enquête, on enquête, ce n'est pas une mission d'information. On prête serment et on essaye de comprendre les responsabilités. Ça a été la commission d'enquête lors de l'affaire Benalla. Là, ça ne fonctionne pas comme une commission d'enquête. Je pense malheureusement que des personnes veulent édulcorer les enjeux énergétiques qui sont beaucoup plus graves, mais c'est reculer pour mieux sauter. Ce qu'on ne fait pas là aujourd'hui, on le fera un jour ou l'autre. Alors revenons peut-être pour finir au sujet éolienne. Vous êtes appelé dans toute la France, vous parlez des gens finalement assez simples, ordinaires, je dirais, comme vous et moi, qui sont préoccupés autour de chez eux par le sujet des éoliennes. Donc ces gens très effrayés vous appellent. Est-ce qu'il y a des victoires sur le terrain ? Est-ce qu'il y a eu des projets d'éoliennes qui ont été mis en échec ? Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent espérer s'ils ont un tel projet dans leur environnement ? Et en fait, c'est bien à cause des victoires que nous avons eues. Il faut rappeler qu'il y a 1800 associations anti-éoliennes en France. 1800 plus tous les opposants pêcheurs des éoliennes en mer. Donc il y a effectivement des victoires. Moi, j'avais dévoilé la corruption dans le rapport du service central de prévention de la corruption. Il y a eu ces condamnations des exploitants éoliens pour les espèces protégées. Vous avez régulièrement des parcs qui sont annulés. Mais justement, c'est bien parce que nous avons ces victoires que dès que nous avons une victoire, les lois sont modifiées ou les règlements sont modifiés. Actuellement, par exemple, le gouvernement envisage, par exemple, de débrider les éoliennes pour permettre de faire en sorte qu'elles produisent plus. Mais débrider les éoliennes, ça veut dire qu'elles vont faire beaucoup plus de bruit au-delà des seuils acceptables. Vous voyez ? Donc, en fait, le problème, il est là. Le problème, il est que plus nous avons des victoires, plus nous nous développons, plus effectivement, là où des citoyens démunis, moi je me souviens très bien au début, sont accompagnés par des personnes vraiment des avocats, de toutes conditions, donc tout le monde met au pot sa compétence, et bien plus on réussit à faire ça, plus le gouvernement se radicalise dans son totalitarisme dit éolien.
Alors, je recommande évidemment Fabien Bouglet la lecture de vos livres, hein, Nucléaire, les vérités cachées et Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, pour tout comprendre. C'est vrai que vous avez raison, vous êtes au cœur de l'actualité. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces minutes très intéressantes. Merci, chers lecteurs de Boulevard Voltaire. Nous atteignons les 100 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, liker, comme on dit. Bon dimanche à vous. Merci Gabriel Cluzel.